Ciao Rana, bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal du samedi 17 février. Voici les titres que nous allons développer ce soir. Dans les profondeurs de l'océan, au Tuamotu, le projet Tamataroa vise à observer le grand requin marteau. Une quête autant fascinante que délicate pour le photographe et biologiste Laurent Balesta. Pour espérer apercevoir l'animal, il doit plonger à 60 mètres de profondeur. Opération séduction ce matin à l'UPF. L'université propose de nouvelles offres de formation et tente de répondre un maximum aux besoins du marché de l'emploi local. Nous approfondirons le sujet avec la vice-présidente de la commission de la formation et de la vie universitaire. Marina Demoy-Schneider est notre invitée ce soir. Mais avant d'aborder ces titres, vous l'avez certainement remarqué si vous avez tenté de circuler ce matin sur la côte ouest de Tahiti. La circulation était paralysée de Paea jusqu'au viaduc de la Punarou. Nous vous expliquons pourquoi dans ce reportage. Il aura parfois fallu près d'une heure pour parcourir seulement 4 km. De quoi faire perdre patience aux automobilistes, d'autant plus que les bouchons sur la côte ouest sont particulièrement récurrents ces dernières semaines. Cette fois, ce qui est en cause, ce sont les travaux engagés sur le viaduc de la Punarou. Toute la structure est réhabilitée, elle doit être soulevée pour mettre en place de nouveaux appuis. Depuis hier soir, le pont est donc fermé à la circulation, interdiction également aux voitures de passer en dessous par question de sécurité. Invité hier soir à notre journal télévisé, le ministre de l'Équipement et des Grands Travaux se disait soucieux de limiter les effets de ces travaux. C'est une infrastructure qui est essentielle pour la circulation des personnes sur la côte ouest et c'est une infrastructure qui n'a jamais été réhabilitée par le passé. Ce que nous avons choisi de faire, c'est de phaser les travaux de manière à éviter au maximum possible d'impacter négativement la circulation. C'est pourquoi nous avons positionné les phases de levée du pont au niveau des week-ends et au niveau des week-ends des vacances scolaires, plus précisément, donc en février et en avril. Dès lundi, 4 h du matin, les voies du pont de la Punarou seront à nouveau praticables, mais les travaux en cours imposeront des limitations de vitesse et de poids sur la structure. Les désagréments risquent donc de se poursuivre. Et direction les Tuamotu, où le biologiste et photographe Laurent Balesta poursuit ses explorations dans les profondeurs de l'océan. C'est à Rangiroa que les membres du Tamataroa tentent d'observer et filmer un animal à la fois puissant et farouche, le grand requin marteau. Immersion avec Thomas Chabrol et Esther Cuneo. Il n'a encore jamais été filmé dans son milieu naturel. Le grand requin marteau de Tiputa fascine Laurent Balesta. Le célèbre photographe marin prépare son 3e film tourné au Tuamotu avec l'équipe de l'expédition Gombessa. Un défi à la fois technique et scientifique, car pour observer cet animal craintif, il faut plonger à plus de 60 mètres de fond et dans le courant. Et à l'instar de l'animal, les plongeurs équipés de recycleurs doivent se faire discrets. J'essaie d'en faire un fantôme. Voilà. J'essaie qu'il soit toujours caché à moitié par le corail, derrière les bancs de poissons, juste sa silhouette, qu'il soit, malgré sa taille massive, qu'il soit un petit détail dans un grand décor. Contrairement aux images capturées aux Bahamas où les requins sont appâtés, l'expédition Gombessa cherche à documenter le comportement naturel des grands requins marteaux. Des scènes qui n'ont donc jamais été observées. Et l'avantage de cette mission avec la Mokaran Society dans le cadre du projet Tamataroa, c'est d'avoir du temps pour plonger. Et la chance qu'on a, c'est qu'on a les moyens suffisants pour mener ces études sur plusieurs années et d'avoir une belle histoire authentique, c'est-à-dire quelque chose qui amène une connaissance nouvelle réellement. On sait déjà des choses sur le grand marteau qu'on ne savait pas il y a 3 ans en arrière, grâce au marquage, grâce aux balises, etc. Et c'est tout ça qu'il faudra raconter. Le photographe nourrit cette ambition, raconter à la fois cette expédition de passionnés et l'histoire des requins marteaux de Rangiroa. Dans les fonds de la Passe, il espère percer les mystères de cet animal qui a trouvé l'un de ses derniers refuges sur la planète, au Tuamotu. Le biologiste marin, comme dans chacun de ses films, est en quête de scènes inédites. Dans le scénario idéal, c'est qu'on aurait sa prédation, et ça, ce qui est bien, c'est qu'on a déjà des images de prédation, même si elles ne sont pas de notre fait. Grâce à cette science participative qui a dévié vers de l'image participative, on a récupéré
quelques séquences comme ça exceptionnelles qu'on livrera dans ce film final. Des promesses d'images qui ont vocation à vulgariser les résultats scientifiques du projet Tamataroa et sensibiliser le grand public à la fragilité de cette espèce menacée. Et au chapitre touristique, ils viennent de quitter le port de Papeete pour une croisière d'exception. Les 150 passagers qui ont embarqué à bord du navire Aranui entament un long périple qui les mènera sur la mythique île de Pitcairn. Elle est célèbre pour avoir été le point de chute des révoltés de la Bounty, une île reculée sur laquelle vit encore aujourd'hui une cinquantaine de leurs descendants. Ce voyage est spécial car il s'agit de la dernière croisière vers cette destination avant plusieurs années, comme nous l'expliquait Terry Chevalin. Il est interrogé par Jean-Baptiste Calvast. C'est un voyage vraiment exceptionnel pour nous, la Ranui, d'aller encore une fois à Pitcairn. D'autant plus exceptionnel que c'est le dernier voyage avant plusieurs années, du fait de la planification de nos différents voyages et calendriers. Et c'est un voyage d'exception parce qu'on sort des eaux polynésiennes, on va sur le plus petit territoire britannique. Une île chargée d'histoire, avec les mutinés de la Bounty et les descendants qui y vivent aujourd'hui. Donc voilà, tous les passagers aujourd'hui seront vraiment ravis d'y aller. Nous avons beaucoup de passagers internationaux, contrairement à nos voyages classiques aux Marquises. Et c'est un voyage de 11 jours par lesquels on passe par les Tuamotu avec Ana, Amanu à l'aller et Hikueru au retour. On passe par les Gambiers, Rikitea. Et on arrive jeudi prochain à Pitcairn pour une journée et demie sur place, vraiment. Je vous le disais en titre, l'UPF a organisé sa journée porte ouverte ce matin, une opération séduction pour l'université qui propose de nouvelles licences. L'UPF s'est également donné pour objectif de changer son approche pédagogique pour éviter le décrochage scolaire. Le reportage de Nicolas Pérez. Avec un taux de réussite générale en licence de 18,8% en 3 ans, l'Université de Polynésie française est à la 65e place sur 70 établissements d'enseignement supérieur. Un constat qui a poussé l'établissement à organiser depuis 2 ans ses portes ouvertes pour attirer ses futurs étudiants. Alors absolument, on essaie de travailler sur plein de fronts, on essaie de travailler sur la réussite, on essaie de travailler sur l'attractivité de l'université. Et là on est un peu une année charnière puisque toutes les universités, tous les 5 ans, revoient leur offre de formation. Et donc notre nouvelle offre de formation démarrera sur l'année 2024-2025. Un catalogue de formation plus étoffé, avec de nouveaux intervenants issus du secteur privé et une internationalisation des programmes. Le tout articulé par une nouvelle approche de l'enseignement. Le cours où le prof délivre son cours, l'étudiant est juste là, il écoute, il prend des notes. Bon, ça va continuer à exister, bien sûr, on va pas tout changer d'un coup de baguette magique, mais en tout cas, on va penser d'autres manières d'enseigner. Dans ce nouveau catalogue de formation, les licences de sciences de l'ingénieur ou celles des sciences de la transition écologique et sociale font leur entrée. Des filières à fort potentiel. On regarde d'abord les besoins du territoire quand on crée une filière parce que évidemment il faut qu'on puisse ensuite proposer des emplois par la suite à nos diplômés. Ensuite c'est vrai que la question des défis environnementaux pour le FENOA elle est très présente chez les jeunes. Donc la thématique que l'on a choisi de développer évidemment elle est aussi en lien avec ça. De nouvelles orientations qui s'articulent autour d'une meilleure intégration en entreprise. L'objectif final, c'est qu'à l'issue du L3, les jeunes, quand on les mettra dans un bureau d'études, quand on les mettra dans un service technique d'une entreprise, d'une collectivité, ils connaissent les outils métiers, ils connaissent les concepts, ils connaissent les pratiques des entreprises et ils soient opérationnels tout de suite. Et là, c'est quand même un concept et une approche complètement différente de ce qui se faisait avant. Pour Jean-Marie, ancien élève en BTS et engagé dans la vie estudiantine, cette réussite doit aussi passer par un travail sur soi-même. On n'est pas formé justement pour la licence. La licence, elle apporte un apport théorique si tu veux continuer tes études pour aller en master, pour aller en doctorat. Le BTS, lui, il est vraiment fait pour que tu sois directement disponible sur le marché du travail. En changeant ta vision des choses et en adaptant toutes tes connaissances à ce qui est demandé, tu as plus de chances d'y arriver. Et c'est comme ça que je suis passé d'un 3 de moyenne en mathématiques à un 19,5 de moyenne. L'UPF se donne 8 ans pour changer en profondeur ses orientations afin d'offrir un avenir radieux à ses 3000 étudiants.
Et nous allons continuer de parler d'éducation avec notre invitée, la vice-présidente de la formation et de la vie universitaire, Marina Demois-Schneider. Yorana. Alors on l'a vu dans le reportage, l'UPF réfléchit régulièrement pour proposer de nouvelles formations qui sont adaptées aux besoins du marché de l'emploi local. Comment s'organise le choix, le lancement de ces nouvelles filières ? Mais justement, on s'attache à enquêter dans le monde professionnel, auprès des professionnels, pour savoir ce qu'ils attendent de nous et de nos étudiants lorsqu'ils seront diplômés. Est-ce que vous avez déjà de nouvelles formations en tête, de nouvelles formations qui pourraient prochainement ouvrir ? Celles qui vont ouvrir à la rentrée 2024, c'est la licence Sciences de la transition écologique et sociétale et la licence Sciences pour l'ingénieur. Donc ça répond à un besoin alors des étudiants du marché ? Exactement, oui, c'est après un travail sur le terrain, oui, ça va répondre aux besoins locaux. Et puis pour éviter le très important décrochage scolaire, la pédagogie évolue. Comment parvenez-vous à continuer d'accrocher les étudiants ? Avez-vous dû revoir votre manière de fonctionner avec peut-être moins de cours théoriques, plus de travaux de groupe ? Oui, exactement. Donc là, on s'est attaché, alors en particulier dans ces deux nouvelles licences qui se veulent des démonstrateurs pour la transformation globale de notre offre de licence, plus de travaux de groupe, plus de contact avec les professionnels, un encadrement différent avec plus d'échanges, plus d'hybridation. Les cours magistraux, c'est vrai qu'il en restera encore, mais on va travailler davantage en petits groupes et puis par la pédagogie de projet. Également en les emmenant plus sur le terrain, notamment dans ces deux licences-là, ce sera quelque chose qui sera innovant par rapport à ce qui se faisait avant. Oui. Donc ça, ce sont pour les deux nouvelles licences. Qu'en est-il des autres ? Vous avez également revu la pédagogie ? Oui, puisque à la rentrée 2024, on va proposer notre nouvelle offre de formation et donc dans l'objectif de transformer toutes nos licences dans les 8 prochaines années, eh bien, on a rajouté davantage de professionnalisation sur les 3 niveaux de licence. On a rajouté également l'internationalisation avec des enseignements qui se feront en anglais, avec nos partenaires dans le Pacifique, avec nos universités partenaires, et également une sensibilisation à l'entrepreneuriat, par exemple, une sensibilisation aux grandes transitions auxquelles nous faisons face aujourd'hui. L'UPF propose 12 licences et plusieurs autres formations aujourd'hui. La diversité des filières que vous proposez n'est pas au détriment de l'enseignement, de la qualité de l'enseignement ? Non, puisque on a 2 nouvelles licences, mais toutes nos autres licences restent là. Elles vont être modifiées dans leur contenu, mais ce sont des licences qui vont être transformer progressivement et toujours dans l'intérêt des étudiants et dans l'intérêt de la pédagogie, bien sûr. Finalement, moderniser l'offre de formation de l'UPF et répondre aux besoins du marché de l'emploi local, ça rentre dans le cadre du projet Narua, un projet qui envisage à terme de créer un Erasmus du Pacifique. Donc ce serait un partenariat entre plusieurs universités du Pacifique. Où en est ce projet aujourd'hui ? Alors on est en plein dedans en fait parce que on a été lauréat de ce projet d'excellence en 2022. Et donc là, on a amorcé tous les contacts avec nos universités partenaires. Donc ils sont d'ailleurs venus en novembre dernier à l'Université de la Polynésie française. Et puis nous avons prévu d'aller les rencontrer bientôt au mois de mars et au mois de juin. Eh bien, merci beaucoup Marina Demois-Schneider pour toutes ces réponses. Et on poursuit avec une autre nouvelle formation dans un tout autre registre, celle proposée par le parti Aherea Purinetia. L'école de la gouvernance a pour objectif de former la relève en politique et d'apporter des connaissances sur le fonctionnement de nos institutions. L'occasion également pour le parti de préparer les prochaines échéances électorales. Nous avons assisté au premier cours ce matin. Regardez. Des sessions de formation 2 samedis par mois pour être calés sur le fonctionnement institutionnel du FENUA. C'est ce que propose le parti Aherea Purinetia au travers de l'école de la gouvernance. C'est une mission inscrite dans nos statuts, c'est-à-dire former la relève. Donc l'objectif premier de la mise en place de l'école de gouvernance était au départ de former les personnes qui veulent s'engager auprès de Aherea Purinetia et qui seront des futurs candidats pour les élections à venir. Mais il est vrai que nous avons voulu étendre finalement le public. Aujourd'hui, il y a des personnes qu'on ne connaissait pas, des citoyens lambda, des personnes qui préparent des concours, des personnes qui
s'intéressent finalement au fonctionnement de notre pays. Les deux leaders de AHIP, Nicole Sanker et Noui Hauloré, font partie des intervenants, mais les cours seront principalement dispensés par la juriste du parti. L'objectif, c'est pas de faire de la politique, c'est vraiment de permettre aux gens de s'approprier les termes, de les comprendre, d'être libre de poser des questions pour bien comprendre comment est-ce que notre collectivité fonctionne, s'organise et ce à quoi chaque institution peut prétendre à exercer en termes de compétences. Un programme qui a suscité plus d'engouement que ce qui était espéré. Pour ce premier cours, une trentaine de personnes ont fait le déplacement. Les profils et les attentes sont variés. Je viens pour m'informer, pour apprendre. C'est contre mes convictions, tout ce qui est politique. C'est une opportunité que Ahirea Porinitia nous propose, nous en tant qu'adhérents. Donc c'est super. Plus tard, tu aimerais alors te lancer en politique? Pourquoi pas? Donc là, je suis jeune. Donc je fais mon chemin avec Ahirea Porinitia et on verra avec les années à venir comment ça se passe. Les formations de ce type sont un premier pas vers le renouvellement de la classe politique, mais elles sont encore peu nombreuses sur le territoire. Place à présent à votre rubrique du samedi, la TechZone. Lumière ce soir sur l'application Graal, lancée par la start-up Glorytech. Elle est utilisée par la communauté de communes Terehe Manu pour ses sites culturels, mais aussi en matière de sécurité. Manon vous explique tout. Bonsoir Emma et bonsoir à tous. Ce soir, c'est une application gratuite et créée par une start-up polynésienne, Glorytech, dont je vous parle. Cette application s'appelle Graal, elle permet d'avoir accès à des informations utiles, que ce soit culturelles, historiques ou juste pratiques, là où vous vous trouvez et que vous soyez connecté ou non à Internet. J. Gooding est un ancien de l'OPT et c'est également l'un des fondateurs de la start-up Glorytech, connue en métropole. Demain, enfin je dis demain, c'est bientôt, toute la région du Pays Basque qui va basculer tout son réseau, notamment de transport urbain, sur notre application, tout simplement parce qu'on a eu l'agrément RGA, donc je suis aveugle, je peux utiliser l'application. Je suis handicapé, je suis sourd, peu importe l'handicap, et bien notre application va s'adapter à l'handicap de la personne. On peut pré-télécharger le contenu et le contenu il est à ma disposition sur mon téléphone. Et revenons au Fénois. À l'approche des Jeux Olympiques, la communauté de communes de Terehe Manu a décidé d'utiliser Graal pour mettre en valeur ses sites culturels. Là, on est sur Veille Paris, on a la chance d'avoir un contenu sur les jardins d'eau, sur le parcours, également sur la zone pique-nique qui se situe au bord de mer, le kiosque avec les heures d'ouverture et ce que les touristes peuvent trouver. Donc c'est très utile pour les visiteurs parce qu'il y a plein de sites comme ça, de même pour le Motu Ovini ou encore sur Papara les marais, un contenu très varié, très chargé qui est défini par les communes. Mais le maire Théari Alpha voit dans Graal une autre utilité, celle d'informer les populations en cas de phénomènes météo intenses, comme ça a été le cas ces derniers jours. Quand je vois comment les gens sont choqués par une crue, par un débordement de rivières et par des inondations, et c'est maintenant qu'il faut sensibiliser les gens. Connectez-vous avec le PC Crise. Les gens ne vont pas arrêter de téléphoner, ne vont pas arrêter d'appeler au secours comme d'habitude. Mais là, c'est un moyen pour être en moyen descendant et ascendant entre un PC Crise et des usagers pendant une période de crise. Les yeux de nos usagers, de nos habitants, vont aussi nous permettre de nous dire ce qui se passe dans leur quartier. Voilà, un arbre est tombé, il y a la rivière qui déborde. Voilà. Et tous ces éléments-là reviennent à un PC Crise qui est connecté par Graal. À l'inverse, si on a des communiqués à faire passer, on va cibler les quartiers, on va dire quartier Faurey, information pour le quartier Faurey, de tel endroit à tel endroit, voilà ce qui se passe, il y a une rivière qui déborde, le plan d'évacuation il se passe de tel endroit vers tel endroit, voilà. Cette dernière fonction est en train d'être mise en place à Te Vaiuta et pourrait être utilisée ensuite dans les autres communes de Terehe Manu. Graal est téléchargeable partout et pourrait être utilisé dans toute la Polynésie. C'est en tout cas le souhait de ses créateurs qui ont rencontré les acteurs du pays.
Pour en savoir plus sur cette application, rendez-vous sur notre site internet d'actualité tntvnews.pf. Où a lieu depuis hier le rassemblement des consorts Terono Tupea et Tetua Terono Tamatoa. Pas moins de 300 de leurs descendants se sont réunis pour un moment d'échange et de partage. Cette lignée est composée de grands noms dans le chant et dans la politique, comme nous l'explique Jonathan Tupea, vice-président des consorts. Il est au micro de Matai Horei. John Gabilou rejoint directement le consort de Teritaria à Tupea, donc fille de Tetua Terono et de Terono Tupea. Si je vous parle des Nena, donc il y a Tauhiti Nena, il y a aussi Antonio Pérez qui font partie de cette lignée, donc il rejoint au final Taumaitrani, donc un garçon. Vous avez aussi Rodo Bernardino, les Teritei Bernardino, surtout les Teritei, qui nous viennent alors de Hainena. Donc énormément de grands noms. Nous avons aussi le président de la Polynésie qui est issu de cette famille, et notamment du consort Doum, parce qu'il n'y a pas un seul Doum ici en Polynésie française qui ne vient pas de Te Tauhamea Tupea. Et c'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Juste après, retrouvez l'émission Waves. Elle sera suivie de la Coupe du Monde de Beach Soccer, le MAG. Je vous souhaite de passer une agréable soirée et je vous dis à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.